Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 7 de Football Inc., le podcast où le monde des affaires rencontre le monde du football. Mon nom est Raymond Janoctanier, a.k.a. Coach Ray. Je suis entrepreneur, coach, ancien joueur de football de Division 1 dans la NCAA. Mon invité d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me tient à cœur. C'est quelqu'un avec qui je forge des liens d'amitié depuis les 20 dernières années. À part un petit moment où il jouait Mike Linebacker pour les Cheetahs de Vanier, mais tout ça s'est replacé très rapidement. C'est quelqu'un qui représente ses clients, qui les défend devant les tribunaux. C'est un père de famille exceptionnel. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, puis je suis sûr que vous allez l'apprécier également. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter Adam Ginsberg. Salut Adam. Salut Raymond, merci de me recevoir, c'est vraiment un plaisir. Of course, puis merci d'être là, j'ai l'impression que je me répète à chaque épisode, mais je suis tellement content de recevoir mes guests, je suis tellement excité juste déjà de m'asseoir, partager de belles conversations. Comme je sais, le football, c'est juste un prétexte, là. Ouais. Vraiment, c'est le prétexte. Mais avant tout, je pense que je veux célébrer des gens de qui on peut apprendre, puis pour gagner bien au-delà des terrains de football, mais genre dans la vie, que ce soit en affaires, puis tout le monde peut gagner là-dedans. Puis je trouve que tu as un bel exemple de ça. Donc, merci d'être là. J'ai hâte qu'on se lance dedans. All right. Donc, on commence du début, Adam Ginsberg, qu'est-ce qui fait de bon ces temps-ci? La vie a l'air de quoi au quotidien? Écoute, ces temps-ci, je te dirais que le plus gros changement dans ma vie, c'est que je suis devenu papa. J'ai une petite fille qui est l'amour de ma vie, elle va bientôt avoir 2 ans. Donc, c'est sûr que être devenu père de famille, ça a complètement changé mon optique dans la vie. Et puis, c'est devenu la ligne directrice dans ma vie. Puis ça a fait en sorte que tous les autres éléments de ma vie, travail, vie personnelle, hobbies, ont dû s'ajuster à cette nouvelle ligne directrice. Fait que moi, je te dirais que je suis full-time dad. Puis le reste, c'est presque superficiel, je te dirais. Nice. Puis là, t'es un girl dad. Tu vois, moi, je suis un boy dad. Puis c'est fou comment on apprend tous les jours. Si tu pouvais me dire peut-être 1-2 choses que tu as appris récemment de ta fille que peut-être que tu pensais pas avant. C'est une bonne question, en fait. J'ai eu cette réflexion il y a un certain temps. La relation entre un père et sa fille, je pense qu'il y a quelque chose de très, très, très spécial là-dedans. Puis moi, personnellement, j'ai pas eu une relation particulièrement chaleureuse avec ma propre mère. C'est une femme russe assez froide. J'ai pas eu de sœur. Et puis, j'ai pas été dans trop de relations amoureuses à un jeune âge non plus. Donc, mes relations avec les femmes étaient très, très limitées. Donc, cette relation rapprochée que j'ai avec ma fille, c'est quelque chose de très unique. C'est une expérience très, très, très unique. Et puis, être un girl dad, là, il y a un lien magique entre un papa et une fille. Ça, c'est quelque chose que j'apprends tous les jours. Mais je pense que l'autre chose qu'être un parent, ça m'a appris, c'est de vivre dans le moment. Puis c'est quelque chose qui peut peut-être sembler un peu cliché, puis même simplistique, mais c'est vraiment, vraiment un effort. Parce que dans notre vie tous les jours, avec tout ce qui se passe, avec les médias sociaux, avec le téléphone qu'on a collé à notre main, dans notre poche, c'est difficile, mais j'ai vraiment fait un effort spécifique de me concentrer pour les quelques heures, les quelques moments que j'ai à partager avec ma fille à chaque jour. C'est des moments où est-ce que je me force de mettre le téléphone de côté et puis je me concentre sur elle. Puis ça a été vraiment un bel exercice, là, parce que là, je suis capable de vraiment apprécier les moments. Puis c'est un peu le paradoxe, si tu veux, d'être un parent, parce que tu veux apprécier le moment, mais en même temps, tu as toujours hâte à la prochaine étape. Tu sais, maintenant, elle est en train de commencer à parler ou à placoter. Mais j'ai hâte à la prochaine étape parce que je peux avoir des belles conversations avec elle. Puis la prochaine étape parce que elle va commencer à jouer au sport. Mais en même temps, je vis dans le moment, dans chaque seconde que je partage avec elle. Donc, c'est peut-être ça la chose que je ressens de tout ça. C'est vraiment cool. Puis est-ce que tu sens que tu as appris ça ou que ça a été comme un effort vraiment intentionnel, comme tu expliques, ou c'est arrivé un petit peu naturel quand tu es devenu papa? Parce que pour moi, je pense que je le dis souvent quand je parle avec d'autres papas, mon expérience, c'est que oui, il y a des choses qui venaient naturelles, mais j'ai dû apprendre beaucoup de choses qui étaient aucunement naturelles pour moi.
Et ça fait de moi une meilleure personne chaque jour. J'en suis très heureux. Mais je voulais voir ton expérience là-dedans. Moi, je pense que c'est quelque chose qui vient naturellement dans le sens que non, ça n'a pas été appris. C'est certainement pas quelque chose que j'ai appris de mes parents. Je pense la génération de nos parents un petit peu différente. Parents immigrants en général, ils ont, je pense, une différente approche avec leurs kids. Le fait d'être présent, je pense que c'était juste comme un effet secondaire naturel qui découle justement de cette réalité qu'on vit étant entrepreneur, business, notre relation, nos hobbies, que tu n'as comme pas le choix à un moment donné de te forcer de vivre dans ce moment parce que sinon tu as tellement de forces extérieures qui te tirent d'un côté et de l'autre. Puis surtout, je pense que ce qui a été le plus eye-opening, si tu veux, c'est le fait que, mon Dieu, ils grandissent tellement vite. Tu le sais, là, avec Noah fou. Déjà, puis je veux dire, la mienne, elle a 2 ans. Écoute, je regarde des photos d'elle il y a 5 mois, puis c'est même plus la même personne. Fait que là, je me dis, mon Dieu, ça va tellement vite, puis tu fermes les yeux, puis hop, elle a déjà 1 an de plus. Alors, c'est bittersweet, je te dirais. Parce que c'est magique d'être dans le moment, mais en même temps, tu dois quasiment accepter avec une certaine tristesse que ça passe vite. Ouais. Vraiment. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est juste vivre dans le moment. Tu peux rien faire d'autre parce que tu peux pas préserver le moment, à part une photo, mais je veux dire, you can't live in the past. Il faut être prêt pour le futur, mais tout ce que tu as présentement, c'est ce moment avec elle, puis tu le vis à plein. Vraiment cool. Puis tu parles de vivre dans le moment, OK? Là, quand je t'écoute parler, puis je réfléchis, je repense à mon intro, puis je réalise on est en 2023. Je t'ai rencontré en 2003. Okay? Ouais. Wow, 2003. Ouais, 2003. Wow. Donc, ça fait 20 ans, right? Donc, j'apprécie ce moment-là aujourd'hui. Mais là, ça me ramène il y a 20 ans, quand je t'ai rencontré pour la première fois. Je me rappelle, je partais de la salle. J'arrive à North Shore Mustangs, les Mustangs. Vraiment, l'équipe. Et je connais personne. Puis, je me rappelle, tu jouais Mike. T'avais pas la même shape que maintenant. Non. T'es un gars quand même massif. Puis je me rappelle tout de suite, autant qu'il y a de la compétition, il y a une connexion, il y a une amitié qui s'est bâtie avec le temps. Si tu pouvais juste me parler un petit peu de on va dire, quand on s'est rencontrés, l'année 2003, cette année-là au football, parle-nous un petit peu de ton expérience cette année. Écoute, ce que je me rappelle de toi, Raymond, man, c'est quand on t'a vu au training camp, premièrement, j'étais comme, il n'y a aucune chance que ce gars a notre âge. Okay? Premièrement. Puis à ce jour, show me a birth certificate. Je me rappelle, tu avais des mollets, man. Des genres de melon d'eau, là. C'était incroyable. Puis là, moi, la première chose qui m'est venue en tête, je me dis, quelle position qui joue ce gars-là? Ah, running back. OK. Là, je pouvais déjà prévoir les commotions cérébrales qui allaient venir parce que j'allais faire des one-on-one avec toi à chaque pratique. Mais tu étais très... Si je me rappelle bien, tu étais très, très, très naturellement impliqué dans l'équipe. Et puis, je pense que ça a été tellement naturel. Même si tu venais d'une complètement différente partie de la ville, on est devenus boys très rapidement. Puis, je pense que ça parle grandement aussi de ton attitude puis ta façon d'être ouvert aux gens. Puis aussi, je pense qu'à nos shows, on avait une belle attitude. Je pense que malgré que c'était un programme très compétitif, puis c'était souvent... C'était des joueurs qui avaient quand même grandi ensemble. Je pense que la seule chose qu'on respectait, c'était le skill. Puis quand un gars arrivait, puis était prêt à travailler fort, puis qu'il avait du skill, no matter what, les gens étaient les bienvenus. Mais je me rappelle déjà, là, j'étais en train de prévoir le mal de tête que j'allais avoir à faire des head-to-head avec toi. Mais ça a été vraiment, vraiment le fun. Et puis c'est incroyable que ça fait déjà 20 ans. Je peux pas croire. C'est fou. Je peux pas croire. Wow. Puis si on revient au début de ton parcours, je sais que tu as commencé avec Sunnybrook. Ouais. Est-ce que tu as joué d'autres sports growing up avant d'arriver au football quand même? Moi, à la base, c'est les arts martiaux. Mon père m'a mis dans le judo, je pense, dès que j'avais à peu près 6 ans. Et comme moi. Quand même jeune. Le judo aussi. Ouais, je sais que ton père est un judoka de grande renommée. Donc, j'ai fait ça pas mal de façon exclusive pendant très longtemps. Assez compétitif. Puis c'est en fait de mon propre gré que j'ai commencé à jouer au football. C'était mon père. Écoute, c'est pas une personne particulière. C'est un gars en shape, mais c'est pas une personne athlétique. C'est pas un gars qui vient des sports d'équipe. Ma famille, je suis enfant unique. Il y avait pas vraiment de sport dans ma famille.
Alors, c'est vraiment par admiration pour le sport, parce que j'avais des amis qui jouaient à Amabé à l'époque, que je suis comme un peu tombé en amour avec le foot. Samy Lavo, je sais que tu étais très proche de Samy. En fait, mais la première personne qui... C'est vraiment drôle comme anecdote. La journée où... Je sais pas si le moment où j'ai décidé de jouer au football, c'était... On était, je pense, en 2e année à l'école Enfants des Neiges à Roxborough. Puis, un de mes amis de classe... c'était une journée d'Halloween, puis tout le monde venait venir en costume, puis tu vas te douter qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient peut-être pas de costume, fait que lui, il a amené son suit de football. Okay. Puis je me rappelle, c'était avec une belle couleur bleue des les Eagles de Amabé, je pense. Puis cette journée, j'étais comme « Wow! Il a l'air badass! » Puis depuis cette journée-là, j'ai voulu jouer au football. Puis en fait, initialement, je voulais m'inscrire chez Amabé, mais ils m'ont dit qu'à cause que où est-ce que j'habitais, c'était comme sur la cut-off, donc ils m'ont mis à Sunnybrook. Puis c'est ça, mais en fait, j'ai pas joué beaucoup de sport. Puis tu sais, c'est drôle que tu me parles de ça parce que j'en parlais avec ma femme récemment parce qu'éventuellement, on veut mettre ma fille dans des sports. Puis je pense une erreur peut-être que mon père a peut-être faite, c'est de juste me mettre dans un sport. Surtout le football, tu sais, c'est une saison courte. C'est une saison courte. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a bien l'avantage à être polyvalent. Tu peux jouer plusieurs sports qui se complémentent, en fait. Puis c'est peut-être quelque chose que je regrette parce que je pense que commencer plusieurs sports jeunes, tu sais, quand je dis jeune, entre 5 et 10, tu peux vraiment bâtir des fondations pour être capable de jouer n'importe quel sport après, tu sais. Aujourd'hui, tu sais, je suis athlétique, mais tu mets sur un terrain de basket, j'ai pas les handles pour le basket. Tu mets sur un terrain de soccer, j'ai pas les handles non plus. Tu sais, je suis athlétique, mais ça peut juste me rendre à un certain niveau parce que j'ai jamais joué à ces sports. Fait que, non, mais c'est un background d'arts martiaux. Vraiment pour répondre à ta question. Puis, c'est tellement vrai qu'est-ce que tu dis de commencer jeune, parce que je regarde mon fils, par exemple, au-delà de juste apprendre la coordination, puis avoir du fun, puis tout ça, qu'est-ce que j'aime le plus? C'est que là, il a commencé Tykes Football, 5-7 ans. Lui, a 5 ans, puis j'aime le voir interagir avec les 7 ans. Il est dans les plus jeunes, parce qu'il est né en février, mais il doit apprendre à prendre sa place. Il doit regarder des coachs dans les yeux. Il doit apprendre les noms de chacun de ses teammates. Honnêtement, je m'en fous qu'il gagne ou qu'il perde vraiment cette année. C'est juste toutes ces petites affaires-là qu'il est en train d'apprendre. Ça m'amène tellement de bonheur pour lui. Parce que je sais que c'est des choses qui se transfèrent pour tout, puis c'est tellement cool. Puis en tout cas, j'ai hâte d'en reparler quand ta fille elle va commencer le sport aussi, de voir un petit peu toi comment tu le vois là, mais c'est quand même particulier comme expérience. Quand tu vois ton petit, c'est bien quand il est autour des enfants du même âge, mais quand il est avec des plus vieux, puis qu'il doit interagir, puis tout ça, c'est cool. C'est vraiment cool pour ça. Est-ce que c'est contact à cet âge-là ou pas? Non, ben en fait, ils m'ont eu un petit peu, parce que moi, j'étais catégorique, je voulais pas qu'il y ait aucun contact. OK? Aucun. Mais là, il parlait d'avoir l'équipement au complet, tout ça. Je dis, bon, OK, pourquoi? C'est pour développer. Mais ils me disent, oh non, c'est du flag. Mais finalement, il n'y a pas de plaquage, mais downfield peuvent bloquer. OK. Donc, on va dire, quelqu'un il court avec la balle, ben un petit peut arriver puis comme te pousser, tu comprends? Je peux te dire que je sais pas trop comment je me sens déjà par rapport à ça. On pourra en revenir tout à l'heure, mais... Je me dis, bon, il aime tellement ça en ce moment, juste même imaginer lui dire de le sortir de là, c'est impossible. Donc, je reste là, je suis disponible, je suis dans les coachs, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Là. Ouf, moi aussi, je serais préoccupé par ça. C'est drôle, hein? Les anciens joueurs de football, maintenant, notre perspective par rapport au contact, ça en dit beaucoup sur ce que le football est devenu, puis ce qu'on a appris du sport avec les années, mais on pourra s'en parler tantôt, là, J'aimerais savoir tes opinions à ce niveau-là, c'est sûr. Donc, de Sunnybrook, tu montes vraiment tous les échelons. Tu joues pour les Lions, tu joues pour les Mustangs. De là, tu décides d'aller à Vanier. On a gagné un championnat, on a perdu aussi des championnats contre vous. Parle-moi un peu de ton expérience à Vanier. J'étais en train de faire des recherches pour me préparer au podcast. Puis je vois des anciennes revues de presse où je voyais Adam Ginsberg a eu 11 plaqués à cette game-là, il a mené l'équipe. C'est quand même cool de revoir ça. Donc si tu pouvais revenir, ton expérience à Vanier. Vanier particulièrement, je te dirais que c'était probablement soit midget à North Shore.
c'est une combinaison de soit North Shore Mustangs, puis Vanier, c'était les meilleures années de football de ma vie. Pour plusieurs raisons. Un, je jouais avec des gens que je connaissais bien, avec qui j'avais grandi. Donc, des gens, on avait un genre de fraternité là, qui était incroyable. Des gens avec qui j'avais déjà gagné. Je pense que c'est pas juste le fait de gagner, mais juste le fait d'aller à la guerre avec des gens, tu forges pas juste des amitiés, mais un brotherhood. Ouais. Donc, c'était des gens en qui j'avais confiance. Vanier, ça a été très intéressant parce que je te dirais que c'est aussi la première fois que j'ai commencé à, disons, frapper le mur en termes de mes limites en tant que joueur de football. Tu comprends? J'ai été quand même assez chanceux. J'ai une très belle carrière au niveau moustique, pee-wee, bantam chez les Lions, même chez les Mustangs. J'étais parmi des joueurs de football incroyables. Puis j'ai quand même su me faire une place puis recevoir des mérites à la fin de l'année. J'étais très fier de ça. Vanier, tu sais, là, tout à coup, tu t'ouvres à un réseau de joueurs beaucoup plus grand. La compétition va venir. Et puis, à un moment donné, disons peut-être que tes faiblesses, ben, ils vont te rattraper. Vanier, c'est la première fois que j'ai commencé à réaliser que, oh, damn, je peux pas juste m'en sortir avec mes instincts. C'est pas pareil. Parce que toi, c'était ça. T'étais un gars d'instinct. Exactement. J'ai jamais été le gars le plus athlétique, loin de ça. J'étais quand même assez corpulent. J'étais une bonne shape pour un linebacker à l'époque. 6 pieds, 225, 230. Je veux dire, j'étais pas un des plus petits, mais j'étais pas rapide, nécessairement. Mais j'avais de la vision. Et ça m'a toujours permis de me rendre où est-ce que je me suis rendu. Comme des fois, j'ai eu des belles games. Mais à Vanier, c'est la première fois que j'ai commencé à avoir des talents. Où est-ce que c'était des running backs, peu importe ma vision, je vais jamais les rattraper. Ou des wide receivers, genre des Corey Watson. Corey Watson, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des joueurs les plus incroyables que j'ai côtoyé de ma vie. Il a fini par aller... il a fini professionnel. Maintenant, il est coach, je pense, soit dans la CFL ou à Concordia. Un humain remarquable, mais un athlète. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Puis, je veux dire, petite anecdote, parce que ça me vient en tête. Corey Watson... On était sur les unités spéciales. OK. Puis j'étais... bon, je ne me rappelle plus où exactement, mais j'étais sur l'équipe de kick-off. Puis j'étais pas dans le milieu près du kicker, mais disons vers la edge un petit peu. Puis évidemment, mon rôle, c'était faire du contain, mais aussi essayer de faire le tackle. Corey Watson, lui, il était à la fin. C'était le gars le plus rapide. Donc, il était à la edge. Je me rappelle, on a le kick-off. Là, je cours, je fais ce que je peux. Encore là, je ne suis pas le gars le plus rapide, mais j'ai la vision pour être capable de me rendre au moins dans un espace où est-ce que je peux plaquer le gars. Le retourneur, il était incroyable. Une coupe de move, et puis, je veux dire, il m'a perdu. Corey Watson, non seulement, il a commencé après moi, il m'a dépassé d'au moins 10 verges pour être le premier à se rendre vers le receveur. Corey Watson glisse, manque son coup. Moi, j'ai le temps à ce moment-là de déjà essayer de me débattre avec le gars. Corey Watson a le temps de se relever, puis retourner, puis c'est lui qui finit par faire le tackle, puis je pense qu'il a même forcé un fumble. Wow. Puis c'est là que j'ai dit, tu sais, humblement, là, il y a des limites à ce que je peux faire au football parce que t'as des gars comme ça. Puis ça, c'était au cégep. Imagine l'université, puis imagine dans les professionnels, je veux dire. Là, t'es rendu au type de la pyramide où est-ce que c'est tout des Corey Watson. Je pense que ça a été... ça m'a ouvert les yeux, mais en même temps, je me suis pas perdu, je me suis pas trop enfargé dans les fleurs du tapis. Si tu veux, je vivais dans le moment. Je m'amusais, je faisais ce que je pouvais. Je me suis quand même rendu, j'étais quand même partant. Puis c'était des expériences incroyables. Puis on a gagné un championnat qui, je veux dire, ça m'a tellement tenu à cœur, cette game-là, cette saison-là, parce que ça n'a pas été facile. Contre le vieux, contre l'annexe, c'était difficile, mais on est arrivé. Ouais. Nice. Ça me fait penser aussi à Amit. Je vais donner un shout-out à Amit parce que ça, c'était un autre que quand je suis arrivé à North Shore, c'était pas le plus gros pour sa position, aucunement. C'était un gars instinctif, un peu comme toi. Mais c'est un gars qui faisait des trucs que c'est juste impossible de coacher, que j'avais jamais vu. Il y a un jeu qui reste avec moi pour toujours. OK, on était à North Shore. Je me rappelle, il a rush le carrière, il l'a comme frappé, mais le carrière avait lancé une bombe, OK, downfield. Un receveur l'avait attrapé, la balle. Amit, il s'est levé. C'est lui qui est allé plaquer le receveur downfield en même temps. Je me disais, OK, comment est-ce que ça se passe, même des choses comme ça? Donc, oui, en tout cas, on en a vu des choses. Amit Paul, c'est un phénomène. Ouais, vraiment. Ça n'a aucun bon sens. Un gars qui était undersized,
à tous les niveaux de sa carrière. Mhm. Underrated, Yeah. underappreciated, puis qui a fini non seulement par réécrire les records, records, ouais. qui je pense à ce jour tiennent encore. Je crois qu'il a le record pour les Ils ont sacs. été brisés maintenant. Sérieux? Ouais, ils ont été brisés quelquefois. Il y a Mehdi Abdesmad qui l'avait brisé. OK. Je pense Mathieu Betts du vieux qui l'avait brisé. Puis là, il y a un autre gars récemment qui l'a Wow. brisé. Mais quand même. Records are meant to be broken. Exactement. Mais je suis sûr que si tu faisais un line-up avec tous les gars que tu viens de mentionner, puis Amit, tu verrais à quel point Amit, je veux dire, c'est un unicorn. Le gars, Ouais. il fait peut-être 5 pieds 10, 5 pieds 11 peut-être. Il jouait à Vanier, il jouait peut-être à 230. Ouais. Ça n'a aucun bon sens. Ouais, c'est Mais ça, c'est un gars qui était instinctif et avait quelque chose dans le cerveau là, quand il commençait à jouer. C'était magique de le voir. Ouais. Donc là, au fond, on passe de Vanier. Je sais que tu vas à McGill après. Ouais. Mais comme je dis, à Vanier, tu as commencé à voir un peu ta mortalité de Ouais. football. Puis je sais qu'il y avait des conversations déjà qui se faisaient dans ce temps-là. Donc quand tu arrives à McGill, je sais que tu as joué là-bas, mais où est-ce que tu étais déjà mentalement, physiquement? Puis qu'est-ce qui t'a amené à ta décision de comme terminer? Mhm. Oui, ça, je vais jamais l'oublier, en fait. Parce que, tu sais, c'est sûr que moi, en tout cas, la façon que mon cerveau est formaté, quand je fais quelque chose, moi, je le fais à fond. Yeah. Je le fais pas à demi. Donc, quand je joue au football, même en faisant face à ma mortalité puis à mes faiblesses, mon but en faisant le football, c'est d'être le plus compétitif, d'être dans les équipes les plus compétitives puis de me rendre le plus loin possible, donc les professionnels. C'est sûr que là, rendu au niveau fin cégep, début université, tu commences à faire face à la réalité que maybe that's not gonna happen, mais moi, c'était mon optique. Mais McGill, justement, ça a été une décision parce que vers la fin du cégep, j'ai commencé justement à réaliser que le football, ça allait peut-être pas nécessairement terminer comme mon rêve d'enfance. Parce que je me rappelle, plus jeune, c'est drôle, récemment, ma mère avait gardé certains de mes vieux livres, puis je faisais des doodles en pleine classe, puis je te jure, j'écrivais « Football is life, the rest is details ». J'écrivais ça partout parce que c'était ma mentalité. Quand je suis dans quelque chose, je suis dans quelque chose. Mais là, quand est venu le temps de choisir une université, tu sais, déjà là, j'ai commencé à me minder vers le monde académique. Je savais ce que je voulais faire à ce stade-ci. Je savais que les études en droit, c'était mon rêve. Je faisais déjà face aussi à plusieurs commotions cérébrales, puis les effets que ça avait sur ma tête. Puis je me suis aussi dit, même dans le meilleur des cas, même si je finis par améliorer mes talents athlétiques, juste de s'en sortir sans blessure, ça serait rare. Donc, j'ai commencé à faire face à cette réalité, puis c'est pour ça que j'ai choisi McGill, parce que je me suis dit, bon, je vais aller à une bonne école, avoir un bon programme, puis, tu sais, je vais quand même avoir une chance de jouer, faire ce que je peux dans un programme. Mais, tu sais, dès le début, tu me parles de McGill, je veux dire, dès le début, j'ai vu la différence. Là, je veux dire, je pense sincèrement que notre équipe de cégep Vanier, de deuxième année, quand on a gagné le championnat, aurait Loaded. probablement... En fait, non, je te garantis, on aurait pu battre cette équipe de McGill quand je suis rentré. Je veux dire, c'est jour et nuit, là, tu comprends? C'est un programme qui... Écoute, McGill, à l'époque, en tout cas, ça a changé un peu maintenant, mais tu sais, ça recrutait des académiques, là, tu comprends? Puis à un moment donné, tu vas limiter ton réseau. Puis tu sais, j'ai une anecdote aussi. J'avais été assez chanceux à ce stade-ci d'avoir un parcours quand même assez gagnant. Yep. On avait peut-être perdu des bols d'or, mais en général, je faisais partie d'équipes gagnantes où est-ce qu'on avait des bons records. Puis j'ai vraiment été chanceux d'avoir gagné plusieurs championnats. Donc j'avais une mentalité gagnante. Puis c'est pour ça que j'ai été recruté. Puis quand je suis allé à McGill, je suis rentré avec ça. Je vais jamais oublier. Je pense que c'était soit ma première game ou deuxième game à vie à McGill. On jouait contre nul autre que le Rouge et Or de Laval, à Laval, au PEPS, en direct, RDS, avec 19 000 personnes. J'étais partant, cette game-là. Puis encore, j'étais peut-être naïf, et moi, j'avais cette mentalité de « Come on, guys, we're winners! » Je pense qu'à la mi-temps, on perdait là, on a fini par perdre, je pense, 50 à 10. Là, okay? C'était top. Puis je vais jamais oublier ça. Je vais jamais oublier. On est dans les locker rooms à la mi-temps. Moi, je suis encore fired up. Puis je vois des gars rire. Puis c'était des vétérans, là, c'était des gars 3e, 4e année. Ils niaisaient, ils riaient. Puis je me rappelle à l'époque, j'étais puffed up, là. Puis j'ai dit, « Guys, what are you doing? What are you laughing at? We're losing. » Puis je vais jamais oublier. Le gars, il m'a regardé, il a dit, « Don't worry, man. You get used to it. » Puis là, à l'époque, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire, mais
je comprends tout à fait maintenant. Je veux dire, tu fais partie d'un programme pourri avec une mentalité perdante. You can get used to winning, but you can get used to losing. Et puis, c'est tellement drôle qu'il m'a dit ça parce que c'est vrai, vers la fin de cette première année, l'équipe était tellement pas bonne. Puis la mentalité collective de l'équipe était tellement pas sharp que même moi, j'ai commencé à m'habituer à la perte. Ça, c'est dangereux pour un programme. Man. C'est très différent. Puis c'est pour ça, entre autres, pour répondre à ta question, quand j'ai fini ma carrière, en fait, c'était une combinaison de deux choses. De un, justement à cause de ce qui se passait dans l'équipe, le fait que il me manquait cette connexion avec mes coéquipiers que j'avais juste plus. Puis surtout parce que le parcours académique était devenu tellement challenging que de combiner ça avec la vie d'un étudiant athlète, je veux dire, tu le sais. C'est pas facile. Pour ceux à la maison qui ne le savent pas, je veux dire, je me rappelle, là, j'habitais au West Island. Les samedis, on avait du track. En fait, pendant la semaine, on avait du track and field, des fois à McGill à 7h30 du matin. Track and field, moi, il fallait que je m'y rende en train. Track and field à 7h30, des cours dès 9h. Tu manges, tu fais ce que tu peux. Puis là, des fois, tu avais une pratique, il fallait que tu sois là à 4h. Puis là, il fallait que je retourne chez moi en train. Je veux dire... Est-ce que tu avais un job aussi? À l'époque, non. J'ai toujours été vraiment, vraiment chanceux. Rendu au niveau universitaire, c'était école plein temps. J'ai vraiment été chanceux à ce niveau-là. Mais donc, le parcours académique était devenu trop challenging, qui faisait en sorte que c'était juste trop dur. Puis j'aimais plus ce que je faisais. Puis combiné avec ma première blessure à vie, qui a fini par pas être une blessure trop grave, mais je me rappelle, c'est pendant que j'étais en convalescence, parce que je m'étais fait mal au genou, je me suis dit... I guess this is it. Pourquoi? I guess this is it. Puis ça a été... Je veux dire, il y a eu une remise en question. Là. Je veux dire, c'était existentiel pour moi. Là. Je suis comme, this is who I was for the last 12 years, 13 years. Football is life. Football is no longer life. Mais je pense que c'est ça la vie aussi, c'est d'être capable d'avoir une certaine sagesse ou une humilité puis de dire, bon, ben c'est un chapitre. Je suis content d'avoir passé à travers, but you move on. Je pense que la pire chose qu'on peut faire, c'est de trop s'attacher à quelque chose, un concept, une vocation, whatever it is. Il faut être capable d'être malléable dans la vie parce que la vie, justement, elle va te lancer plein d'affaires. Je sais qu'on se rejoint sur plein de choses, mais par exemple, quand on parle des enfants, puis que tu me dis, il faut faire attention de ne pas trop s'attacher à quelque chose. C'est un concept qui est tellement bizarre un peu, puis difficile à comprendre, mais c'est comme, t'as fait, c'est t'as fait. You know? Mes garçons, c'est mes garçons. Mais en même temps, c'est quoi la vie? Veux pas. C'est leur donner ce qu'on doit leur donner, puis leur laisser faire leur chemin en étant là pour eux. Ouais. Puis c'est vraiment tough, autant que ça soit le football ou n'importe quoi, de comprendre que ils sont pas comme à moi. Tu comprends? Le football, c'est pas à moi. Le football, maintenant, plein de jeunes, ils jouent au football, ils savent aucunement qui on est. Ils savent aucunement que tu as joué à McGill ou quoi que ce soit. C'est vrai. Ça continue. Puis ça va toujours continuer. Puis ça, c'est un concept que quand on est dedans, des fois qu'on le voit pas. Ben oui. Puis je pense que le réaliser pour la première fois, c'est un choc. Puis moi, je serais curieux de savoir, ben, comment est-ce que tu as transitionné maintenant, cette année-là, où ça se passait vraiment, où là, maintenant, je suis un étudiant à temps plein, parce que j'ai un rêve de devenir avocat. Ça, déjà, ça prend beaucoup de mon temps, ça prend de mon énergie. C'est quelque chose qui est un challenge aussi à accomplir. Comment est-ce que tu as jonglé ça pour passer de l'autre côté à la fin? Vraiment, ça a été très difficile parce que c'était... tu sais, le football, pendant une grande partie de ma vie, ça a été mon identité, tu sais. Puis j'en étais très fier. Yeah. Quand tu perds une partie de toi, c'est difficile de te recadrer un peu. Je te dirais que pour cette première année... j'avais beaucoup de difficultés à me réorienter parce que là, j'étais juste étudiant, mais comme il y avait un creux dans ma vie, je faisais plus de sport d'équipe, je m'entraînais à la gym et même à ça, j'avais perdu ma motivation. Fait que ça a été très difficile, mais ça m'a pas pris trop longtemps pour me remettre dans les sports parce qu'à la fin de la journée, c'est juste ça que j'avais besoin. Puis très rapidement, je suis revenu aux arts martiaux, je faisais beaucoup de boxe, des arts martiaux. Et puis, j'ai jamais arrêté. Puis au contraire, là, depuis ce temps-là, ça a été non-stop. Mais c'était pas le football en tant que tel, c'était le sport qui était ma ligne directrice. Puis ça allait encore aujourd'hui pour ma santé mentale et physique. Yeah. Mais oui, ça a été une période de transition difficile, ce qui est normal parce que, je veux dire, c'est pas facile de faire le deuil sur une grande partie de ta vie.
Mais j'aime beaucoup ce que tu viens de mentionner par rapport à l'idée de pas s'attacher à quelque chose, parce que le football, t'as raison, nous appartient pas. Même nos enfants. Je veux dire, on peut dire que they're mine, but, I mean, they belong to the world, and I'm just there to guide her. Et je pense que c'est ce qui fait le plus peur et qui me donne le plus de tristesse en tant que père, c'est de la regarder puis de dire « I'm gonna have to let you go ». Mais c'est pour son meilleur. Parce qu'en fait, tu lui fais mal à cet enfant si tu l'encadres puis tu sais. Donc, ouais, mais ça a été une transition tough, je pense. Surtout, je pense que ça a été particulièrement difficile parce que mes amis jouent encore au foot. Tu joues encore au foot. Amit joue encore au foot. Samy joue encore au foot. Septembre arrive, puis là, c'est la saison. Là, c'est le game. Là, t'es chez toi. Et tu sais pas quoi faire avec tout ce temps-là. C'est complètement comme un alien, OK, comme sentiment. Ça vient d'une autre planète, littéralement. Ça aussi, c'est particulier. Écoute, j'avais jamais eu du temps libre comme ça de ma vie, là. Normalement, le football, c'était les training camps, le summer training camp, puis après, tu commences la saison. Là, tout à coup, j'ai du temps libre. Mes soirées, j'avais du temps libre. Je veux dire, je savais pas quoi faire avec ça. Là. Je savais pas comment jongler ça. Wow. Donc, de là, au fond, tu continues ton parcours académique. Je sais que tu rentres dans différents domaines, dont la vente, qui a une belle fondation. OK? Déjà, ton côté compétitif, ton côté vouloir apprendre. Tu as fait du porte-à-porte. Moi aussi, j'ai fait du porte-à-porte, une partie dans mon parcours. Je sais pas si c'était ça pour toi, mais moi, c'était particulier, c'est que j'ai réalisé quelque chose. OK? Quand j'avais terminé l'université, je suis arrivé à Québec parce que ma femme était là-bas. Puis là, je fais des études en affaires publiques parce que je me dis, je vais aller en politique. OK? Puis je réalise, je déteste la politique. Right? Puis là, je me dis quelque chose. Je veux m'ouvrir un centre de performance où je veux me donner les outils pour pouvoir vraiment entreprendre puis accomplir des choses. J'ai besoin d'apprendre à vendre. C'est quelque chose qui est important. Donc, à cause de ça, j'ai spécifiquement choisi d'aller faire du porte-à-porte pendant une petite période parce que je me dis, il n'y a rien de plus tough, il n'y a rien qui va plus m'apprendre l'humilité ou tout ce que j'ai besoin pour apprendre à vendre que faire du porte-à-porte. Donc, j'ai été super intentionnel là-dedans. Je voudrais savoir un peu ton parcours là-dedans, déjà, puis qu'est-ce que tu as appris de la vente qui te sert tous les jours aujourd'hui? Bon, la vente, j'en ai fait beaucoup, absolument, tu as raison. En fait, de tout mon parcours professionnel, si tu veux, à part travailler 1 an au Lafleur près d'Amabé, je veux dire, tous mes jobs, c'était des jobs de vente. De un, ce qui venait me chercher dans la vente, c'est que c'était un monde où est-ce que souvent, si tu te faisais payer par commission, tu n'avais pas de plafond. Et j'ai toujours aimé cette idée parce que j'ai toujours eu confiance en mon habilité de mettre le temps qu'il faut puis d'aller chercher des résultats. Fait que l'idée d'être plafonné à un salaire minimum ou whatever, ça ne m'intéressait pas. Donc, à ce stade-ci, c'est ça qui est venu me chercher. Mais à travers mon parcours, les jobs de vente, je veux dire, ça a été... Dans le moment, ça a été les pires moments de ma vie. Je veux dire, c'était pas plaisant. Là. Je veux dire, j'ai fait du... Pour faire le tour, j'ai fait du porte-à-porte. Je vendais des chauffe-eau pour remplacer des vieux chauffe-eau à la porte-à-porte. Je vendais des cartes de crédit en personne à des stations de gaz. J'ai vendu du gaz naturel au téléphone à l'Ouest canadien. Puis les leçons que j'ai sorties de ça, je veux dire, c'est des leçons incroyables. De un, ce que je te dirais, c'est que tu l'avais mentionné tantôt, mais c'est l'humilité. L'humilité, puis d'être capable de prendre un non, prendre un refus, puis pour ceux qui ne le savent pas, je veux dire, dans le monde de la vente, même le meilleur des vendeurs, je veux dire, t'en prends 90% du temps, c'est la nature de la game. C'est jamais plaisant. Mais à un moment donné, il faut apprendre à avoir la conviction de ce que tu vends. Donc, ça veut dire connaître ton produit. Faut apprendre ton script, parce que chaque bon vendeur a un script. Mais je pense que ce que j'ai vraiment ressorti de mon expérience en vente, c'est j'ai développé une intelligence émotionnelle. Donc, par exemple, quand je vendais au téléphone, dans l'espace de
5 ou 6 secondes au début de la conversation, je pouvais déjà savoir quel type de personnalité j'avais devant moi parce que on lisait beaucoup de livres sur les personnalités. Puis tout dépendant du type de personnalité que tu as devant toi, tu sais comment t'approcher à cette personne. Est-ce que c'est une personne à qui tu veux vendre le sexy ou est-ce que c'est une personne à qui tu veux vendre les chiffres? Ouais. Est-ce que c'est une personne avec qui tu dois être un petit peu plus agressive parce que c'est une personne qui veut que tu matches ton énergie ou c'est une personne avec qui tu dois être vraiment soft et douce? Donc, c'est toutes des leçons que tu apprends. Puis, tous ces talents, toutes ces leçons, je veux dire, je les ai gardées, puis je veux dire, c'est certain que je les utilise à tous les jours. Puis non seulement dans le monde du droit, mais dans la vie. Je veux dire, la vie, veut pas, c'est une vente. Tu te vends toi, tu vends un argument, tu vends ton image, tu vends tes idées. Je veux dire, tu vends quelque chose à tous les jours. Puis les gens, des fois, ils regardent le monde de la vente comme étant un peu... je sais pas... Des crosseurs. Des crosseurs. Puis honnêtement, il y en a beaucoup qui le sont. Mais à la fin de la journée, la vente, qu'est-ce que c'est? C'est de comprendre comment l'être humain pense, puis juste former des idées puis des scripts pour vendre quelque chose qui remplit un besoin. C'est aussi simple que ça. Puis ce que tu apprends en faisant la vente, c'est que les gens sont assez simples. Puis la majorité des gens fit dans... Il y a comme un cadran, puis ils fit dans une boîte. La majorité des gens en termes de leur personnalité. Puis quand tu apprends à bien lire ces personnalités, tes interactions, tes connexions interpersonnelles avec les gens vont s'améliorer de 1000%. Puis je me rappelle, parce que quand je faisais la vente, justement, à un moment donné, j'étais rendu à un point où est-ce que je coachais les plus jeunes, puis je les écoutais faire des appels, par exemple, puis j'étais choqué à quel point il y en a qui manquaient de cette intelligence émotionnelle. Comme quoi que moi, au téléphone, je l'entendais dans la voix de la personne qu'elle était soit mal à l'aise ou peu importe. Puis il y en a qui ne le comprennent pas. Puis je pense que le plus grand atout qu'on peut se donner, c'est de développer cette intelligence émotionnelle. Parce qu'en fait, puis ça, je ne sais pas à quel point c'est backé scientifiquement. EQ, c'est ça? C'est ça. Il y a un livre que j'avais lu à l'époque que je recommande à tout le monde, ça s'appelle Intelligence 2.0. Puis entre autres, ça parle de ça. Ça parle du fait que, selon eux, le IQ, c'est quelque chose inné que tu peux pas vraiment changer, mais le EQ, ton intelligence émotionnelle, c'est quelque chose que tu peux apprendre. Et puis, en apprenant ça, je veux dire, juste pour faire la parallèle avec mon monde en droit, je veux dire, oui, il y a le contexte juridique, il faut connaître ta loi, évidemment, puis il faut avoir un cerveau. Mais moi, qu'est-ce que je fais à tous les jours? J'ai des relations avec mes clients. J'ai des relations avec des procureurs de la couronne. J'ai des relations avec le staff à la cour. J'ai des relations avec des juges. Puis ça, c'est toutes des connexions humaines. Parce que tu as une personne devant toi que tu dois lire un peu. Et puis, je veux dire, la pire chose que tu peux faire devant un juge, c'est pas lire ton juge. Know your crowd. Puis c'est là que l'intelligence émotionnelle, je pense, est venue me donner un grand avantage là-dedans. Puis je peux te le dire très humblement, je ne vais jamais dire que je suis le meilleur avocat au monde, mais je suis certainement reconnu comme une personne que les gens apprécient parce que j'ai cette intelligence émotionnelle et j'ai des relations saines avec les gens. Ben, j'ai fait mes devoirs un peu 2021, 2022, top 3 criminal defense lawyer à Montréal. Non? Ouais, ça c'est un des... Ouais. Donc, en tout cas, l'intelligence émotionnelle, ben, ça joue un petit peu là-dedans d'une façon. Un certain avantage, ouais. Ma prochaine question pour toi, Adam. OK? Donc, l'examen du barreau. OK? L'examen du barreau. On parle de vente maintenant. D'une façon ou d'une autre, ça n'a pas été facile, ça va nous expliquer. Mais tu as dû te vendre d'une façon ou d'une autre que coûte, tu vas atteindre ton but. Ouais. Peu importe comment c'est difficile. Donc, si tu peux nous parler de ça. Moi, je le sais un peu de loin, right? On s'en est parlé un peu, je le sais de loin, mais je connais pas l'histoire, tu comprends? Donc, si tu peux nous la partager. Quelle histoire? Bon, ben pour ceux qui ne le savent pas, le barreau, dans le fond, c'est l'étape finale que tu dois franchir avant de pouvoir te considérer comme avocat. En fait, il y a un petit stage après le barreau, mais le barreau, c'est l'étape finale. Puis le barreau, c'est une institution froide, sans face et intransigeante. Et puis, les examens sont conçus, je pense, d'une façon de sorte à ce que la majorité des gens coulent. Puis, j'ai jamais été quelqu'un qui était naturellement bon à l'école. Puis, je savais que rendu au barreau, ça allait être le dernier test. Mais ça a été... Mon Dieu, tu parles d'humilité, je veux dire... je l'ai coulé le barreau à plus d'une reprise. Puis ça fait mal parce que
Tu fais la parallèle avec les ventes. Je veux dire, la différence, c'est que avec le barreau, tu fais pas face à un être humain. Ouais. Tu fais face à une institution, une machine. C'est pas un être humain. Puis la machine s'en fout. Puis ça a été le plus gros challenge de ma vie parce que malgré tout le travail que je mettais, puis crois-moi que j'en mettais, je veux dire, tu te fais démonter par le barreau puis tu comprends pas pourquoi. Puis des fois, tu trouves que c'est pas juste parce qu'ils ont des méthodes de correction qui sont arriérées, selon moi, mais tu peux rien faire. Tu vas en correction, puis le prof, il dit, ben, écoute, it is what it is. Puis tu te plains, mais it is what it is. Wow. Tu fais face à une institution. Puis le barreau, ça a été une des plus difficiles périodes de ma vie, honnêtement, où est-ce que il y avait une remise en question. Là. Pour la première fois de ma vie, tout comme quand j'ai terminé ma carrière de football, puis il fallait que je fasse face à ma mortalité, puis à mon autre option, qui était le monde académique, quand j'ai fait face au barreau, puis j'ai coulé une couple de fois, malgré mes efforts, veux pas, t'as cette petite voix dans ta tête qui dit, ben écoute, what if you fail? C'est quoi la prochaine option? Puis je vais jamais oublier, j'étais dans ce moment de questionnement puis de remise en question. Puis c'est ma femme, Lisa, qui m'a remis à ma place. Ouf! Je me rappelle pas des mots exacts qu'elle a utilisés, mais elle a été harsh avec moi. Dans le fond, she slapped me into place. Elle a dit, là, tu vas te remettre en place, tu vas continuer à étudier, puis tu vas passer ce foutu examen. Parce que je te jure, j'étais comme, ouais, mais Lisa, tu sais, finalement, je pourrais peut-être retourner en vente. Là, je pense que je pourrais avoir une belle vie en vente, puis je pourrais faire assez d'argent. Puis elle était comme, de quoi tu parles? Ton rêve, c'est d'être avocat. Tu as toujours voulu être avocat. Tu vas pas quitter, là. Tu vas pas abandonner. Puis ça m'a redonné ce qu'il fallait. Puis je pense que la leçon que j'ai ressortie de tout ça, c'est que au lieu de juste continuer à faire le barreau avec les mêmes structures puis faisant les mêmes erreurs, je me suis permis un certain recul. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coulé une couple de fois. Puis là, ben en fait, j'ai pris une année off pour travailler parce que j'avais besoin de l'argent à ce moment-là. Je suis revenu faire des ventes. Puis pour revenir avec une tête claire, avec une différente approche. Puis j'ai consulté des amis qui étaient vraiment doués académiquement. Puis j'ai comme restructuré ma façon de faire les choses. Puis finalement, je l'ai passé. De ça, je l'ai passé. Puis une chose que je savais, puis je peux le confirmer à tous les gens qui pensent être avocats puis qui font face au barreau, il n'y a pas une fois dans ma vie où est-ce qu'un juge ou un avocat me dit « Hey, t'as-tu passé ton barreau avec... quelle note t'as eu au barreau, toi? » On s'en fout. Le barreau, c'est une étape que tu franchis puis t'en parles plus jamais. Mais ça a été un challenge. Wow. Puis c'est fait pour que tu te questionnes, dans le fond. Puis c'est fait pour filtrer un peu ceux qui veulent vraiment puis ceux qui le veulent peut-être plus. J'avais un ami très proche à moi que lui, on a fait notre droit ensemble. Lui, il a coulé. Il l'a jamais refait. Ouais. Puis il aurait été un excellent avocat, mais il l'a jamais refait. La vie a bien tourné pour lui. Il a fini par trouver sa passion, mais c'est juste, tu sais, c'est peut-être parce que finalement, lui, il ne voulait pas autant. Chacun son chemin. C'était pas son chemin. Moi, c'était mon chemin. C'était son test. Toi aussi, c'était ton test. Ouais. D'une façon ou d'une autre. Ouais. Est-ce que tu regardes un peu la UFC des fois? Ouais. Je sais pas si tu as vu le combat Israel Adesanya puis Alex Pereira. C'est-tu son dernier de Israel Adesanya? Oui. Il a gagné, il me semble, non? Oui, mais l'histoire derrière ça, OK, c'est que Alex Pereira, OK, c'est que bien avant qu'il soit dans la UFC, c'était des kickboxers. Ouais. Alex Pereira l'avait knockout, Israel Adesanya, OK? Et après ça, ils ont eu un rematch. Alex Pereira l'a battu encore. Là, Israel Adesanya, il est parti dans la UFC. Il a dominé. Il est devenu champion dans la UFC. OK? Il était le champion dans la UFC. Ben là, tu as cette personne-là qui est hors de la UFC, le seul à l'avoir battu plusieurs fois. Ben là, lui, il rentre dans la UFC. Puis là, il bat tout le monde, un après l'autre. Il arrive pour son title shot rapidement parce que marketing-wise, ils savent que Israel Adesanya qui bat tout le monde dans la UFC, il avait déjà perdu contre ce gars-là. Donc, il lui donne un title shot. Alex Pereira, knockout Israel Adesanya. Donc, au fond, même s'il était champion, il a perdu 3 fois contre ce gars-là, 2 fois par knockout. Israel, il a refait un rematch quand même récemment après, puis finalement, il a gagné. Puis il a knockout Alex Pereira. Puis il a pris le mic dans l'octogone. Moi, j'ai trouvé ça incroyable, en fait, qu'est-ce qu'il a dit. Parce qu'il disait,
je souhaite vraiment à tout le monde que vous tombez dans la vie puis que vous devez vraiment vous battre pour quelque chose qui a l'air presque insurmontable, tu comprends? Donc, juste tout ce parcours-là, avoir perdu 3 fois, c'est facile de commencer à te vendre que tu battras juste jamais ce gars-là, que t'es pas capable. Mais il a refusé ça. Un petit peu comme toi. Puis un petit peu... Moi, j'écoute ça, moi, ça me donne un peu des frissons, là, parce que je me dis, man, il y a tellement de leçons dans cette histoire-là pour nous tous, parce qu'effectivement, quand on est dans certaines situations, on peut commencer à croire certaines choses qui ne sont pas nécessairement vraies, à moins qu'on décide, mais il faut décider qu'elles ne vont pas être vraies pour nous, right? Donc, merci de partager ça, vraiment, Adam, puis merci d'avoir montré que tu peux passer à travers. Puis là, ma question, c'est comment est-ce que tu t'es senti? Là, quand tu l'as dompté, là, cette montagne-là, cet adversaire-là, comment est-ce que tu t'es senti? Puis qu'est-ce que ça t'a appris pour la suite? Ben, je vais jamais l'oublier. On était en voyage, moi et ma femme. On était à Bali. J'avais reçu le courriel comme quoi que les notes étaient rentrées. Puis moi, peut-être un mécanisme de défense, je sais pas. Je me suis dit, oh non, I'll look at it later. Yeah. Puis ma femme est comme, de quoi tu parles? Comme tu as regardé ça live. Puis j'ai regardé. Puis, je veux dire, ça a changé ma vie, mais je peux te dire que après l'effet initial de choc et puis c'était un peu euphorique, en fait. Tout de suite, très peu de temps par après, ma mentalité a tout de suite été « Now watch me take over this game ». Parce que je savais que ce que j'étais capable de faire, c'était dans le vrai monde. Yeah. Le barreau, c'est pas le vrai monde. Le barreau, c'est une institution. Puis les institutions, ça a ses limites et puis tu dois naviguer. Le vrai monde, il n'y a rien qui m'a arrêté. Puis dès le début, j'ai commencé à 1000 km à l'heure et puis je me suis rendu où est-ce que je me suis rendu en 5-6 ans de pratique à cause de ça. Mais c'est ça, c'est que faut que tu célèbres tes victoires, mais en même temps, il faut que tu passes à travers pour que tu te dises c'est rien le barreau, c'est juste une étape. C'est pas ça le test. Ouais. Tu comprends? Puis j'ai jamais ralenti depuis. Comment est-ce que tu fais? Moi, je google là, Criminal Defense Lawyer, Montréal. Je vois Adam Ginsburg en haut. Comment est-ce que tu fais ça? C'est sûr qu'il y a du marketing là-dedans. For sure. Mais je te dirais que ce que j'ai compris, en fait, c'est que en grande partie, c'est... il y a beaucoup de bouche à oreille, puis je pense que c'est le fait qu'il y a beaucoup de c'est pas nécessairement des reviews, mais le fait qu'on parle de moi ou tu as des clients qui sont contents, qui parlent de d'autres personnes, ça fait que organiquement tu pop up, tu comprends? Ouais. Je connais pas en fait l'algorithme derrière tout ça, mais on est vraiment content d'être là. On est ranké très très haut. Puis ça fait en sorte que, tu sais, on reçoit beaucoup d'appels de toutes sortes de personnes. Puis mais ce qui est challenging, c'est que, je veux dire, il y a plein d'avocats, là. C'est très, très, très compétitif. Alors, il faut savoir vraiment se différencier par l'excellence du travail qu'on donne, parce qu'il y en a plein. Il y en a plein d'avocats. Puis le milieu juridique, tout court. Si tu nous expliquais un peu tes impressions là-dedans, est-ce que c'est ce que c'est que tu avais imaginé? Ou c'est un petit peu différent. Je sais que tu avais parlé de parallèle avec le football, que dans le football, il y a de la compétition. Dans ce milieu-là, il y a de la compétition. Toi, tu veux gagner, ben l'autre avocat aussi, il veut gagner pour ses clients. Donc, si tu pourrais nous parler un petit peu de ça. Ben ça, ce dernier point que tu viens de mentionner est très particulier parce que en droit, surtout quand tu es quelqu'un qui fait du litige, donc qui procède, tu es dans un environnement très particulier qui je pense qui se rapproche le plus du monde compétitif parce que quand je vais à procès, je suis littéralement c'est quasiment dans un octogone, dans un ring ou sur un terrain de football. Je vais faire ma meilleure performance parce que je veux gagner pour mon client. Puis je suis devant un autre avocat, procureur de la couronne, qui, oui, en principe, n'est pas censé avoir de parti pris, mais qui quand même veut le gagner son dossier, pas à tout prix, mais veut gagner son dossier, qui va donner sa meilleure performance. Donc, on est tous les deux, on se fait face l'un à l'autre, on veut tous les deux donner notre meilleure performance, puis il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Je veux dire, is that not competition? Yeah. C'est ça. Donc, c'est ce qui vient vraiment, vraiment me chercher en droit criminel particulièrement. Je suis quelqu'un qui a toujours adoré l'art oratoire, donc de faire des présentations, d'aller à procès. Ouais.
je fais plus de sport organisé, de sport compétitif. Moi, quand je suis à procès, j'ai le même rush, les mêmes butterflies que j'avais avant une game de football. Et puis, le feeling euphorique de gagner un dossier quand tu sais que tu es capable, que tu as changé la vie de quelqu'un, tu as sauvé la vie de quelqu'un. Pas pour faire mon complexe de sauveur, là, mais tu as sauvé la vie de quelqu'un. Il n'y a rien qui compare. Donc, au niveau compétitif, c'est ça, mais juste pour répondre à ta question, à quoi je m'attendais, je veux dire, il y a une chose qui était particulière, c'est que quand tu avances dans ce domaine, tu réalises une chose. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, j'étais toujours sur l'impression que les adultes, les professionnels, people have their shit together. Yeah. They don't. They don't. Yeah. Du tout. Plus tu es dans ce monde-là, je parle de mon monde juridique, mais je veux dire, ça s'applique à tout le monde. Tu réalises que c'est pas à cause que c'est des gens qui ont passé le barreau, c'est pas à cause que c'est des gens qui ont un beau petit titre qui s'appelle maître ou docteur ou n'importe quoi que ils sont bien balancés dans leur vie, qu'ils ont une intelligence émotionnelle. Ça veut rien dire. Je veux dire, j'ai vu sans nommer des noms, j'ai vu des avocats qui sont, je veux dire, tout à l'envers dans leur vie, dans leur pratique. Et ça m'a fait réaliser que peu importe ton titre, ça veut rien dire. Faut vraiment être bien encadré. Faut avoir ta ligne directrice dans la vie. C'est ça qui va te faire avancer. Pourquoi le droit criminel? Je te dirais que c'est quelque chose qui est venu me chercher quand même assez naturellement. C'est-à-dire que dès un jeune âge, sans même savoir c'était quoi un avocat criminel, j'en étais un. C'est-à-dire, j'étais assez tannant à un jeune âge. Puis mes amis, on était très tannants. On se faisait tout le temps, souvent attraper, on était souvent dans le trouble. Et puis, naturellement, je prenais la relève pour me défendre puis défendre le groupe. Puis j'aimais cet aspect argumentatif parce que, pas que j'étais quelqu'un qui nécessairement voulait aller à l'encontre des lois, mais des fois, je trouvais qu'il y avait des règles que même un jeune âge, je trouvais qui n'étaient pas logiques. Puis je les challengeais. Donc, naturellement, j'avais cet instinct. Et puis, par hasard, ça donne que un de mes très bons amis que j'ai rencontré au secondaire, son père est encore un avocat criminaliste de grande renommée. Donc, j'ai pu voir en vrai à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça mange, une personne comme ça, comment ça vit sa vie. Puis c'est là que ça l'a confirmé pour moi que, wow, tu peux être un gentleman comme ça, avoir une éloquence de même, bien vivre ta vie, sign me up. Puis l'autre chose qui est intéressante avec le droit criminel, c'est que, à part passer le barreau et tout, il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire partie d'un grand cabinet corporatif, faire la course au stage. Tu peux te lancer. Tu as commencé ton cabinet. J'ai commencé mon cabinet dès le début. Il faut aller chercher ta clientèle. Tu vas bosser, mais il n'y a rien qui t'arrête. Donc, c'est intéressant parce que si tu as un fibre entrepreneur... Que j'avais déjà... je veux dire, c'était juste le meilleur match pour moi. Ah, OK. Qu'est-ce que tu penses du procès d'O.J.? Is he guilty or not? Ce que je pense du procès d'O.J., c'est qu'il a dû payer beaucoup pour sa legal team, laisse-moi te dire. Puis, The Dream Team à l'époque, là, Johnny Cochran, t'avais le père de Kardashian à l'époque. Mon Dieu, que c'était intéressant. C'était médiatisé aussi. Ça a dû être le fun d'être un avocat sur cette équipe. Les procès sont beaucoup moins médiatisés au Québec. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais... mais t'en as eu quelques-uns, je veux dire. J'en ai eu, qui sont médiatisés, mais moi, ma règle générale, c'est quand les médias viennent me poser des questions, je maintiens toujours une discrétion puis une certaine retenue parce qu'à the end of the day, c'est pas un show, c'est la vie de quelqu'un. Mais aux États-Unis, mon Dieu, c'est le show. Ça aurait été le fun d'être avocat sur cette équipe, laisse-moi te dire. Ouais. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que il y a quelqu'un, t'as différents cas, t'as différents dossiers qui arrivent. Puis des fois, peu importe c'est quoi que la personne a été chargée, toi, tu sens vraiment qu'écoute, cette personne-là, cette personne-là, elle l'a pas fait. Qu'est-ce qui te fait te sentir comme ça un peu? Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Mais écoute, à la base, déontologiquement, mon mandat, c'est peu importe si la personne le fait ou non. Si je prends un dossier, j'ai le mandat de la représenter à fond. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que puisque je suis maître de ma pratique, je suis pas obligé de prendre n'importe quel dossier que je veux pas. Et puis, encore là, je suis assez blessed. J'ai l'embarras du choix maintenant. Où est-ce que j'ai assez de clientèle où est-ce que j'en refuse des dossiers. Moi, à la base,
je juge pas le crime, je juge la personne. OK? Alors, c'est pour ça que mon processus a toujours été le même. Peu importe le type de dossier, que ce soit un vol à l'étalage ou une tentative de meurtre, la personne, dans la mesure où elle est en liberté puis elle n'est pas incarcérée, là, mais ça prend une entrevue. Puis je m'assois avec la personne, je la regarde dans les yeux. Puis je demande pas nécessairement « Did you do it? » Mais je demande « Parle-moi de toi, parle-moi de ton parcours, parle-moi de ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? Qu'est-ce que tu recherches dans tout ça? » Et puis, souvent, tu es capable de voir le vrai caractère de cette personne. Et puis, c'est ça souvent qui est déterminant dans mes dossiers. Parce que, at the end of the day, il y en a qui ont pu vraiment commettre des crimes odieux, puis faire des graves erreurs. Moi, ce qui est important pour moi, c'est plus le cœur de cette personne, puis pas nécessairement ses remords, mais est-ce que c'est une personne qui est prête à faire face à la musique? Est-ce que c'est une personne qui est prête à travailler sur une reprise en main? Est-ce que c'est une personne qui est prête à accepter peut-être une certaine responsabilité? Pas dire qu'on est blanc comme neige, là, de dire, bon, OK, maybe I messed up on this way. Est-ce que c'est une personne qui est capable de suivre un plan puis s'y mettre? Moi, souvent, mes clients, je les dirige vers la thérapie. Je les dirige vers redonner à la communauté des travaux communautaires, etc. Dans la mesure où j'ai une personne qui est prête à faire le travail, moi, je vais aller à la guerre pour eux. Puis souvent, aussi, il faut comprendre, on n'est pas magicien. At the end of the day, si le dossier est super convaincant, je ne suis pas un magicien. Tout ce qu'on peut faire dans des cas comme ça, c'est essayer de nous assurer que tu vas avoir le meilleur règlement, le meilleur deal, que ça va être fait dans les règles de l'art, que tu vas avoir, si jamais on parle d'une sentence, que ça va être une sentence qui est juste. C'est sûr que des fois, il y a des erreurs qui sont commises dans le processus où est-ce qu'on peut vraiment aller chercher des acquittements complets. Mais le fait que la personne l'a fait ou non, c'est pas ce qui est déterminant dans comment je choisis mes clients. Moi, je choisis la personne, je choisis le cœur de la personne, la personnalité, puis le reste, ça devient des détails. Compétition, work ethic, la force de l'équipe. Je sais que c'est 3 de tes grandes valeurs. Si tu pouvais nous parler un petit peu de ces valeurs-là, comment elles s'entrecroisent? Que ce soit dans ton parcours de football, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ton travail, l'importance de ça. Je sais que là, c'était bâti justement ton équipe aussi à travers ton cabinet. Puis, sans trop parler, juste rajouter quelque chose, c'est que je réalise quelque chose là depuis que j'ai commencé le podcast, c'est que presque tous mes invités qui sont en affaires, je réalise à quel point la force de l'équipe, c'est important pour eux. Et je réalise à quel point la force de l'équipe a un impact sur leur succès également. Donc, je pointe la caméra, il y a quelque chose à écouter là-dedans, vraiment. La force de l'équipe. On peut aller beaucoup plus loin ensemble qu'on peut aller seul. Donc, je voulais juste rajouter ça rapidement. Je suis tout à fait d'accord. Oui, effectivement, quand j'y réfléchis, il y a plusieurs leçons à tirer de mon parcours au football, puis il y a des parallèles à faire avec le monde des affaires puis le monde juridique aujourd'hui, puis ça va être le fun d'essayer de les décortiquer ensemble. Mais oui, la première qui me vient en tête, je te dirais, c'est la force de l'équipe. Puis la force de l'équipe, pour moi, ça veut dire la chose suivante. Ça va au-delà de juste teamwork makes the dream work, ce qui est pas faux, mais ça va au-delà de ça. Moi, la leçon que j'ai appris, c'est que, tu sais, au début de ma carrière de football, puis même à ce jour, je suis pas nécessairement la personne la plus confiante au monde. Fait qu'au début, quand t'as pas de confiance, tous les gens autour de toi, tu les vois comme la compétition. Donc, même au sein de notre propre équipe, souvent, je voyais des gars, tu sais, c'était mes boys, mais c'était toujours un peu de la compétition. Ce qui est, à un certain niveau, c'est correct. Mais plus j'ai compris ou j'ai appris à me connaître moi-même, à savoir mes limites, mes forces, à savoir ce que je pouvais amener à l'équipe, puis être confortable dans cette position, plus j'ai arrêté de voir tout le monde autour de moi comme de la compétition, puis j'ai commencé à vraiment voir chaque personne de l'équipe de foot comme un complément à un tout, à quelque chose de global. Puis tu sais, peut-être une petite parenthèse, je crois sincèrement que le football, je pense pas qu'il y a un plus grand sport d'équipe que le football. Sport d'équipe dans le sens que, oui, tu sais, tu as d'autres sports professionnels où est-ce que c'est des équipes, mais tu sais, je pense par exemple au basket. Au basket, oui, tu as une équipe, mais c'est quand même un sport où est-ce qu'un superstar peut complètement dominer la game. Soccer, me semble, c'est similaire. Il y a beaucoup de sports où est-ce que c'est une équipe, mais tu as un superstar.
Au football, Tu peux pas. je veux dire, c'est un jeu d'échecs. Tu peux avoir un pion qui va finir par faire un échec et mat au roi. Tu peux avoir toutes sortes de joueurs qui peuvent avoir un impact. Puis peu importe si tu as le meilleur carrière, tu as le meilleur linebacker, tu as le meilleur safety, si un joueur sur la ligne offensive lâche la pédale, ben, ça finit, tu comprends? Donc, puis aussi, je veux dire, est-ce qu'il y a un sport plus inclusif que le football? Encore ça, tu penses à... Si j'y pensais l'autre jour, c'est incroyable. Tu parles... Tu regardes la variation dans la morphologie des joueurs. Je veux dire, peut-être à part un terrain de rugby, est-ce qu'il y a un autre sport où est-ce que tu peux avoir un receiver de 6 pieds 7, 200 livres, un linebacker de 230, de 245 livres, 6 pieds 3, un running back de 5 pieds 9, 210, un corner de 180 livres. Where are you going to see that? Un joueur de ligne offensif de 330 livres, 6 pieds 7. Il n'y a aucun autre monde parce que toutes les physiques sont les bienvenus. Ouais. Donc, tout ça pour juste venir à dire que dans une équipe de football, quand tu apprends à comprendre que tout le monde joue son rôle. Puis, une leçon que j'ai appris au football, justement, c'est quand tu gagnes un peu de confiance, puis t'es fier et puis t'es confortable avec qui tu es, tu réalises que c'est correct de ne pas être bon dans tout. Tu sais, au football, au début... Encore, étant pas le meilleur athlète, moi, au training camp, quand je voyais un nouveau secondaire qui arrivait, que je voyais qu'il courait un 4-6, je me disais, mon Dieu, il est plus rapide que moi, ce gars-là. Quand je voyais qu'il benchait 2 plates 30 fois, je disais, oh my God, il est plus fort que moi. Je regardais tous ces gars, puis ce qu'ils pouvaient faire de plus que moi, mais j'oubliais qu'est-ce que moi j'amenais à la table. J'oubliais mon parcours, j'oubliais mes credentials. Et puis, je pense que la parallèle maintenant que j'ai pu amener au monde des affaires, puis en bâtissant ma pratique, c'est que, encore là, en tant qu'avocat, je ne prétends pas être la personne qui peut tout faire bien. Je sais ce que j'amène à la table, je connais mes forces, et puis en bâtissant mon équipe, puis mon réseau, tu sais, parce que j'ai une équipe où est-ce que j'ai vraiment des associés directs, mais j'ai aussi des associés indirects, qui sont dans mon bureau, mais qui ont leur propre pratique, mais avec qui je fais des dossiers. Puis, quand tu apprends à aller chercher des gens qui te complémentent, je veux dire, il n'y a rien qui t'arrête, il n'y a plus de plafond. Parce que là, tu peux aller chercher des ressources dans tout. Tout le monde est content. Tu leur amènes la business, ils t'amènent la business. Ensemble, vous pouvez faire des dossiers, puis tu peux prendre plus de business. Tu peux être encore plus compétent. Donc ça a été une des plus grandes leçons. Puis je pense que les parallèles sont directs. C'est que d'apprendre que la force de l'équipe, que tout... Il faut que tu ailles chercher des gens qui viennent complémenter ce que tu as à amener, plutôt que des gens qui ont les mêmes skill sets. Comme une équipe de football. Tout le monde doit avoir son skill set. Fait que ça, c'est probablement la plus grande leçon en termes de la force de l'équipe. Puis je te dirais que l'autre leçon, c'est le work ethic, on en a un peu parlé, mais je pense qu'on peut en parler. C'est intéressant. Tu sais, je veux dire, dans tous les sports de haut niveau, il faut que tu te pratiques. Fine. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus physiquement intense qu'une semaine de pratique au football américain? Je veux dire, je suis pas sûr. Surtout quand tu es dans le cadre d'une équipe performante. Tu vas souvent jouer puis te frapper plus fort en pratique qu'à la game. Tu vas jouer plus longtemps, tu vas être sur le field plus longtemps, tu vas avoir plus de répétitions. Développer cette éthique de travail à un jeune âge, c'est un atout, je pense, incontournable. Et puis, à ce jour, je pense sincèrement que l'éthique de travail va l'emporter sur le talent naturel n'importe quand. C'est clair. Et puis, si tu es capable de trouver cette intersection entre éthique de travail et talent naturel, ben là, tu vas avoir les unicorns, tu vas avoir les LeBron James, tu vas avoir les gars qui ont le skill, mais qui ont aussi la tête sur les épaules, mais ça, c'est rare. Tu sais, je pensais à une analogie. Pas une analogie, mais un exemple. Quand je jouais chez North Shore, à l'époque, je veux dire, on avait une équipe incroyable, tout le monde était incroyable. À l'époque, on avait un running back que tu connais très bien, Mathieu Metcalf. Ben ouais, Mathieu. Un joueur de football incroyable. Et puis ce gars-là, à l'époque, je veux dire, c'était un running back. Je pense que par game, il devait avoir en moyenne 300 verges de course, peut-être 3-4 touchdowns. Je veux dire, il était dans un autre monde. Puis moi, je veux dire, je le regardais, puis c'était quasiment mon idole. Je suis comme, mon Dieu, ça doit être nice d'avoir ce genre de talent. Puis il habitait pas si loin de chez moi, puis je me rappelle, une fois, on est revenu, je pense qu'on marchait ensemble chez nous. Puis tu sais, j'ai posé des questions, j'étais comme, comment c'est d'être le meilleur? Comment c'est d'être toujours le meilleur dans la ligue? Puis que c'est si facile pour toi? Puis il m'a dit quelque chose, je paraphrase, là, je suis pas sûr si c'est exactement ça qu'il m'a dit, mais il m'a dit genre, tu sais, Adam, c'est pas si fun d'être le numéro 1,
c'est pas si facile, puis c'est pas si motivant. Tu sais, à l'époque, j'étais comme, de quoi tu parles, bro? T'es le meilleur. Mais j'ai réalisé que, tu sais, peut-être ce qu'il voulait dire aussi, c'est que avoir tant de talent naturel à un jeune âge, it's more of a curse than a gift. Parce que, je parle pas pour Mathieu Metcalf, mais tu sais, je veux dire, si t'es si talentueux, t'as pas à développer une éthique de travail. Donc, où est-ce que tu cherches ta motivation? Tu sais, où est-ce que tu cherches... ça doit être difficile. Puis, c'est pour ça que quand je regarde un peu mon parcours, je me sens chanceux même d'avoir peut-être pas eu tant de talent naturel parce que ça m'a forcé à travailler fort. Puis je pense que je me suis rendu plus loin que probablement 99% des gens avec qui j'ai joué au foot parce que c'est cette éthique de travail. Puis c'est avec le football que c'est forgé, en faisant des pratiques. Tu sais, c'est pas comme le baseball, là, je veux dire, nous, quand il fait froid, quand il fait chaud, you're outside. Quand il pluie, you're outside. Quand t'as mal, you're outside. You play, you practice. Et puis ce genre de leçons, ben, ça vient forger une toughness. Puis ça t'apprend que, tu sais, une game, c'est le produit final, mais c'est parce que tu t'es pratiqué toute la semaine, non-stop. Donc, cette éthique de travail, je l'ai amenée à mon monde juridique. Puis c'est la même chose. Je veux dire, j'ai mis le temps. Puis ce que je dis tout le temps à mes clients aujourd'hui, tu sais, je leur dis, guys, avant un procès, là, je dis à mon client, je le dis, je te dis pas que je suis que je suis le meilleur avocat du monde. Je dis jamais ça à personne. Mais je vais dire, je te promets une chose. Tu suis mon lead, on va être les mieux préparés dans cette salle de cours. C'est la seule chose que tu peux contrôler. Donc, l'éthique de travail puis la préparation, c'est la seule variable dans la vie que tu peux contrôler. Le juge, il va peut-être pas aimer ta face. La plaignante ou le plaignant ou la victime, les personnes qui vont témoigner, peut-être qu'ils vont bien témoigner puis qu'ils vont être convaincants. Mais tout ce que tu peux contrôler, c'est le travail que tu mets dedans. Puis j'ai appliqué ça à tous les jours à ma carrière et dans ma pratique, puis je pense que ça va bien. Wow. Wow. À chaque épisode, j'ai toujours ce moment-là où j'écoute le guest parler, comme là, je t'écoute parler, puis déjà dans ma tête, je suis comme, OK, ça, c'est clairement découpé et mis en clip, and sent out, that's perfect. Puis tellement vrai, tellement vrai. C'est vrai, man. Je te le dis, le football, ça nous a tellement appris, là. C'est fou. Ben, c'est pour ça qu'on est ici. Hein? C'est pour ça qu'on est ici. Il y en a peut-être une autre, en fait. Vas-y. Excuse. Ça me vient en tête parce que je veux en parler, ça me tient tellement à cœur. C'est notre vie, là. Mais pour revenir sur la compétition, une autre chose, je pense, qui est vraiment intéressante, c'est le fait d'oser te mettre dans la face de l'adversité puis la compétition. Et ce que je veux dire par ça, c'est que tu sais, moi, j'ai toujours joué dans des programmes très, très compétitifs. Puis ça a fait en sorte que, tu sais, c'était des programmes de 2 ans souvent. Tu sais, Bantam, c'est 2 ans, Midget, c'est 2 ans. Je veux dire, la première année, j'étais pas tout le temps partant, mais ça me forçait à m'améliorer. Puis ça me donnait un challenge pour me dire, tu sais, moi, je veux me rendre à ce niveau-là. Parce que j'ai joué parmi, je pense, les plus grands joueurs québécois de leur génération. Et puis, tu sais, j'ai eu des opportunités de jouer pour des plus petite équipe. Au cégep, j'ai été recruté pour des plus petits cégeps. Même à l'université, j'ai été recruté pour des plus petits programmes qui m'ont dit, tu sais quoi, viens chez nous, mais je te garantis que tu vas être partant. Par exemple, au cégep, je me rappelle très clairement, c'était des plus petits cégeps qui m'avaient recruté, puis moi, je me suis toujours dit, tu sais, il y a la fameuse expression, do you want to be a big fish in a small pond? Or a small fish in a big pond? Moi, any day, je vais toujours choisir la big pond parce que le plafond est illimité. Because in that big pond, I want to become a big fish in a big pond. Puis c'est juste en côtoyant des athlètes de haut niveau. Au travail, c'est en côtoyant des coéquipiers, des collègues de haut niveau. En droit, c'est en côtoyant des avocats de haut niveau que tu vas t'améliorer. Et puis, le fait de faire face à l'adversité puis faire face à la compétition, c'est quelque chose que tu développes au football qui fait en sorte que dans le vrai monde, si tu veux, t'as plus peur de ça. Je trouve qu'on est dans une société qui, en grande partie, je ne veux pas faire mon macho, mais je trouve qu'on est rendu très soft. En général, on essaye d'éviter les malentendus, d'éviter le conflit, tout le monde est gagnant, il n'y a pas de perdant, trophée de participation, des affaires de même. Mais c'est pas ça la vie. Tu comprends? Je veux dire, at the end of the day, on est des animaux dans une jungle urbaine, mais les animaux, je veux dire, il y a des prédateurs, il y a des proies. Puis ça, évidemment, c'est que j'exagère, mais c'est pour dire qu'à la base de notre relation puis de notre existence humaine, je veux dire, il y a de la compétition. Puis c'est pas quelque chose qu'on doit renier, c'est quelque chose qu'on doit apprécier. Puis
Oui, il va y avoir des gagnants et des perdants, mais être perdant, c'est correct. Il y a des leçons à sortir de ça, mais il faut accepter qu'il y a des gagnants et des perdants. Et puis, c'est ce qu'on développe au football, c'est qu'on apprend cet esprit de compétition, puis on n'a pas peur de l'adversité. En fait, on l'embrasse. On dit, come on, bring it on. Moi, je veux faire face aux meilleurs avocats. Je veux faire face aux meilleurs professionnels. Je veux m'encadrer des meilleurs parce que c'est comme ça que tu t'améliores. Si tu décides d'aller être le big fish in a small pond, good, mais ton plafond, il va être là. Puis je pense que tu découvres aussi quelque chose, c'est si je te demande, Adam, c'est quoi la limite de ton potentiel? Il n'y en a pas. Exact. Donc, quand tu parles de ça, le big pond, ben, il est grand, il est vaste. Nous aussi, si on décide, right? Si on ose, c'est l'autre mot que tu as dit, oser. Ça, je n'ai pas amené mon stylo, j'aurais dû l'amener parce que je note, mais oser, vraiment. Donc, wow. Non, vraiment, 100%. 100%. Là, au fond, j'ai 2 dernières questions pour toi. OK? Première question. Je me rappelle, dans le temps, t'aimais beaucoup la musique, t'aimais rapper. Je me rappelle, on t'appelait, t'avais ton petit rap là sur ta... Pour peut-être la nouvelle génération, peut-être vous connaissez moins, mais nous, dans le temps, on avait nos petits answering machines avec le rap dedans. Qu'est-ce que t'écoutes ce temps-ci? Qu'est-ce que t'écoutes ce temps-ci? Juste pour ma curiosité. C'est drôle, écoute, la musique a toujours fait partie de ma vie, elle le fait encore. J'ai moins le temps d'être à jour avec les artistes du jour, mais récemment, mon nouveau kick, c'est du rap genre Maghreb, genre marocain. Okay. Je comprends pas un mot de ce qu'ils disent, mais mon Dieu que c'est du bon beat. OK, en arabe. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de collègues j'ai beaucoup de collègues algériens ou en tout cas du Maghreb, donc ils m'ont ouvert à ça, mais mon Dieu que c'est mon nouveau kick. Nice. Mais sinon, je te dirais que le rap, je veux dire, puis d'ailleurs c'est drôle parce que on célèbre bientôt le 50e anniversaire du hip-hop. Donc le rap a toujours fait partie de ma vie, puis Margot, ma petite, je vais l'éduquer en hip-hop comme il le faut, crois-moi. OK. Puis, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Si tu pouvais... On va dire que tu as quelqu'un dans l'audience là, qu'on n'a jamais vu, que tu ne connais pas, qui veut se lancer, peu importe c'est quoi. OK? Il écoute ton parcours de terminer le football, avoir un petit peu... on fait face au miroir où j'avais cette identité, je ne suis plus là. Je surmonte ma montagne, qui était l'examen du barreau, je continue. Donc, si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un qui est là, puis qui a peur de prendre action, un peu parce qu'il pense qu'ils ne sont pas assez bons, ils pensent qu'ils ne connaissent pas assez, ils pensent qu'ils ne sont pas assez bien entourés, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là, en fait? Je dirais que je sympathise énormément avec cette personne. Ça a toujours été le cas pour moi. J'ai rarement pensé que j'étais au niveau, que j'étais à la hauteur, mais ce que j'ai appris par erreur, par essai dans ma vie, c'est que à chaque fois que j'ai osé me mettre dans une situation devant un challenge, j'ai toujours trouvé une façon de passer à travers. Donc la réalité, c'est ce que tu mentionnais tantôt, c'est que notre potentiel est illimité, mais tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre ce premier pas. Parce que, je veux dire, si tu n'oses pas, tu vas jamais le savoir. Au pire des cas, tu vas te péter la gueule. Mais c'est correct. Tu vas continuer. Donc moi, c'est probablement ça la raison. C'est vraiment de te mettre dans une situation où est-ce que si tu n'oses pas, tu vas jamais le savoir. Au moins, si tu essaies, permets-toi de perdre. Permets-toi de manquer ton coup. Mais qu'est-ce qui va arriver? Ça va pas te tuer. Tu sais, c'est pour peut-être un peu revenir sur ce que tu avais mentionné plus tôt aussi. Tu parlais de le joueur de la UFC, tu sais, puis le message qu'il avait donné à tout le monde. Je souhaite à tout le monde d'avoir des défaites comme j'ai vécu. Tu sais, pas pour devenir trop philosophique, mais tu sais, c'est la philosophie de Nietzsche, entre autres, de Friedrich Nietzsche. Lui, écoute, c'est un philosophe qui était vraiment pas très apprécié par ses pairs parce que c'était un genre de gars qui avait aucun tact puis qui disait carrément aux gens « J'espère que tu tombes malade, j'espère que les pires choses t'arrivent. » C'était peut-être pas la façon la plus éloquente de le dire, mais ce qu'il voulait dire, c'est « J'espère que tu vas avoir des défis dans la vie parce que si ça te tue pas, ça va ça va te rendre plus fort. What doesn't kill you makes you stronger. » Fait que, oser. Vraiment cool. Puis,
Là, tu as vu quelques épisodes. Tu es ici. Je suis super content de t'avoir ici. Si tu aimerais voir une autre personne, OK? Puis pourquoi? Comme je dis, ça peut être un ancien joueur de football ou j'élargis ça, n'importe qui est connecté, on va dire, au milieu du football, qui est en affaires ou en position de leadership, OK? Que tu aimerais voir dans le show, ce serait qui? Ben, tu sais, on en a parlé un petit peu, mais peut-être une personne plus familière, mais Amit Paul, je pense qu'il serait un invité très intéressant parce que c'est vraiment, vraiment le cas typique d'un underdog. Un gars qui, sur papier, Il n'y a pas d'affaire là. n'avait aucune business de se rendre aussi loin qu'il s'est rendu. Puis il se l'est fait dire à toutes les étapes de sa carrière, même jusqu'à... Tu sais, je veux dire, c'est un gars qui a joué dans les professionnels. Ça l'a jamais arrêté. Ça l'a jamais arrêté. Donc, si c'est quelqu'un qui pourrait peut-être partager son expérience en termes de football, puis son parcours, je veux dire, Amit Paul, c'est un unicorn. Là. Donc, ça serait très intéressant peut-être. Okay. We'll make it happen. We'll make it happen. Donc, Adam, ça, c'est ça pour aujourd'hui. OK? Je finis toujours avec un statement, mais ça vient vraiment du cœur. Je mets le podcast un peu de côté. Mais comme je te disais, je t'apprécie beaucoup. OK? Bien sûr. C'est réciproque. Depuis 20 ans, puis encore pour 20 ans, puis j'espère pour bien longtemps après. Je te vois le père que tu es, le mari que tu es. Il y a quelques années, je me rappelle, j'étais là à ton mariage. On avait tous des petites bougies. Tu étais en train de marcher avec Lisa. We're just so happy for you guys. Donc, je te souhaite là tout le succès du monde. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci de partager toutes ces choses-là avec nous, partager toutes ces choses-là avec moi. You know, j'apprends énormément. Puis vraiment, c'est ça le but à la fin de Football Inc., de ce projet-là, ou peu importe, c'est que on adore le football, mais comme je te dis, le football, la réalité, c'est que le football, il nous aime pas. Puis j'explique, c'est que qu'on soit là ou non, il va continuer. That's right. OK? It's our job to love it, which we do. Mais our real job is to help former athletes, current athletes, or people in general be winners in life, in business. Peu importe, c'est ça qui est important. Donc, je switch du français à l'anglais, mais c'est ça mon but. Puis quand je te vois ici, ben, tu contribues à cet objectif-là, juste comment tu vis ta vie au quotidien puis qui tu es. So, merci, vraiment. Je te remercie. Ça a été un plaisir. All right. Donc, tout le monde, ça, c'est notre épisode 7 du podcast Football Inc. Comme d'habitude, OK? Vous avez juste une job à faire. Je vous explique c'est quoi. C'est que si vous avez été inspiré aujourd'hui, si vous avez aimé quelque chose que vous avez entendu, si vous avez ri, si vous avez appris quelque chose, ben je vous demande de like, je vous demande de partager, je vous demande de vous abonner, puis supporter qu'est-ce qu'on fait. Aussi simple que ça. OK? Donc, c'est ça votre job aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous laisse. Football Inc., comme je dis, c'est là où la victoire est perdue bien au-delà du terrain de football. À la prochaine.